Bonjour à tous, je suis Mickaël Gerber de Gerber Info. Aujourd'hui, nous continuons la série Comprendre Internet en nous intéressant particulièrement à l'anonymat. Sommes-nous anonymes sur Internet? Vous verrez que parfois oui et souvent non. Je vous conseille de regarder la première vidéo de la série, juste ici, pour une meilleure compréhension. Pour commencer, que veut dire l'anonymat, être anonyme? Le dictionnaire Larousse nous dit ceci, se dit de quelqu'un dont on ne connaît pas le nom. Sur Internet, ça veut dire que nous ne connaissons pas l'identité de celui qui utilise un appareil connecté. Mais alors pourquoi vouloir être anonyme? Il y a deux raisons principales. Et quelle que soit la raison à laquelle vous pensez, vous pourrez très certainement la ranger d'un côté ou de l'autre. Dans un premier temps, on voudrait protéger sa vie privée. On ne veut pas forcément que tout le monde sache ce qu'on fait sur Internet. Par exemple, lorsqu'on achète un habit dans un magasin, on n'aimerait pas que la cliente à côté ou une personne à l'extérieur puisse venir voir dans notre caddie et contrôler quelle est la taille de notre habit. Cela ne regarde personne si on achète une taille S ou une taille XL. Ou encore, on n'aimerait pas avoir dans la rue quelqu'un qui nous suit pour écrire sur un bloc-notes le nom des rues par lesquelles on passe, ni les magasins dans lesquels on entre. L'autre raison est de se cacher pour pouvoir effectuer une mauvaise action. Par exemple, si on veut cambrioler une maison, ne le faites pas, on s'habillera en noir pour ne pas être reconnaissable. Maintenant qu'on a compris ce que voulait dire être anonyme, on va revoir un petit peu de technique. Je vous rassure, un tout petit peu. Je vous renvoie à la première vidéo en description pour plus de détails. Nous avions vu que lorsque nous naviguons sur Internet, nous laissons une trace de notre passage. Ainsi, nous avons vu que le fournisseur d'accès garde une liste dans ses bases de données de toute action effectuée sur Internet. Évidemment, il est tenu au secret et ne va pas révéler cette liste à n'importe qui. Malheureusement, il y a une autre façon de nous suivre à la trace, on appelle ça des cookies. Non, pas les petits gâteaux, un petit fichier qui enregistre tout plein d'informations. Certains cookies sont nécessaires pour l'utilisation d'un site. Par exemple, se connecter, enregistrer des articles dans un panier, ou bien pour nous proposer des articles similaires à ceux qu'on avait visités la fois passée. D'autres, par exemple, ne sont pas utiles pour l'utilisateur du site web, mais pour son créateur. Par exemple, sur les sites que je crée, je rajoute un petit bout de code qui permet au propriétaire du site web de voir comment les visiteurs se comportent sur son site. Il permet de repérer les pages les moins attirantes et de les modifier afin qu'elles soient plus plaisantes à regarder. Ça permet également de connaître quelle partie de la population est intéressée par le contenu. Hommes, femmes, âge, type d'ordinateur, smartphone, lieu géographique, etc. Ces informations-là sont anonymisées pour le propriétaire du site web. Ainsi, je ne peux pas réellement savoir qui a visité, mais plutôt d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qui l'intéresse, par où est-ce qu'il est venu sur le site, ce genre d'informations-là. Ces mêmes cookies peuvent être utilisés pour créer un profil numérique. En deux mots, une fiche d'identification avec vos centres d'intérêt et vos habitudes. Mais qui collecte ces informations et comment? Eh bien exactement de la même manière que je fais pour analyser le comportement de mes visiteurs. À vrai dire, je participe même en partie à cette collecte puisque j'utilise Google pour analyser mes sites. La question si j'ai raison ou non de le faire est un sujet assez sensible. J'ai autant besoin de connaître les données de mes sites que je n'ai pas envie de les collecter. Comme c'est un vrai débat, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous en pensez. Les grandes entreprises comme Google, Facebook et autres vivent des publicités qu'elles proposent sur les sites web. Pour qu'une publicité soit rentable, il faut qu'elle soit montrée à quelqu'un qui pourrait être intéressé par l'article. Par exemple, si je propose une tondeuse à gazon à quelqu'un qui n'a pas de jardin, j'ai peu de chances de la lui vendre. Il faut donc cibler cette publicité à ceux qui possèdent un jardin. Et comment le savoir, me direz-vous? Tout simplement avec les informations enregistrées dans les cookies. À chaque fois que vous visitez ou mieux que vous achetez sur un site, Google et plein d'autres enregistrent tout ce que vous avez vu et acheté. Vous avez probablement pu remarquer que si vous passez sur un site, le 80% des publicités qui arrivent dans les 1 et 2 jours après correspondent au contenu que vous êtes allé voir. Ainsi, celui qui se renseigne pour une tondeuse ou même simplement pour un cabanon de jardin, une pelle ou autre outil, aura probablement envie, un jour ou l'autre, d'acheter une tondeuse. La publicité sera donc plus rentable pour celui qui la propose au travers de Google, et Google pourra le lui facturer un peu plus cher. Heureusement, une fois qu'on a supprimé le cookie de Google, une partie des traces est effacée. Attends, une partie seulement ? Qu'est-ce qui reste? Vous avez probablement remarqué à quel point est-ce que, toujours les mêmes, Google et Facebook, veulent vous simplifier la vie et vous aider à rester connecté en permanence. Eh bien, ce n'est pas pour rien. À chaque fois que vous visitez un site qui comporte un bouton like de Facebook, par exemple, ils pourront récupérer les mêmes informations que le propriétaire, mais en plus l'associer à votre identifiant et donc à votre adresse email. Ainsi, votre profil est rempli tous les jours sans que vous le sachiez. Il existe même maintenant un outil sur Facebook qui nous permet de retrouver quelle personne est intéressée par quoi, d'où est-ce qu'elle vient, en fonction de son âge, etc. Le vidéaste Micode sur YouTube en a dédié une vidéo, je vous laisse jeter un coup d'œil juste ici, c'est assez impressionnant. Bon, jusque-là on a parlé de la réponse souvent non à la question « Êtes-vous anonyme sur Internet ?» Mais à quel moment est-ce qu'on l'est alors? Nous allons voir dans cette dernière partie de vidéo qu'il est possible de volontairement effacer ces traces.
Comme pour toute chose, il y a de bonnes et de mauvaises raisons de le faire. Nous pouvons dans un premier temps utiliser un bloqueur de publicité ou de traceur comme AdBlock ou Ghostery. Malheureusement, quelques-uns d'entre eux contiennent un traceur. Oui, vous avez bien compris, un anti-traceur qui contient un traceur. Cette première solution vous aide déjà à éliminer les pubs intempestives, à bloquer la plupart des traceurs et éviter les installations involontaires de programmes malveillants. Le côté moins intéressant de ces systèmes est qu'ils bloquent toutes les publicités. Or, certains sites vivent grâce à la publicité. Les créateurs de vidéos sur YouTube, s'ils ont une publicité avant ou pendant leur vidéo, sont rémunérés en fonction du nombre de vues qu'ils font. Il est donc possible de désactiver spécifiquement pour certains sites afin de pouvoir rémunérer gratuitement les créateurs de contenu. Pour aller plus loin dans l'anonymat, nous devons à nouveau revenir sur les adresses IP. Rappelez-vous, ils servent à la communication entre les différents appareils connectés à Internet. Le fournisseur d'accès à Internet enregistre dans une base de données, une grande liste, chaque fait et geste de tous les sites web visités. C'est par ce moyen qu'on pourra retrouver une personne fautive d'un délit sur Internet. La plupart des sites enregistrent chaque visite avec leur adresse IP, ceci dans un but d'analyse ou de sécurité, en cas d'attaque par exemple. Il existe un moyen d'être réellement anonyme sur Internet. Vraiment? Oui, à condition de respecter quelques règles. Cette solution s'appelle un VPN pour Virtual Private Network, ou réseau privé virtuel. En utilisant un programme, on se connecte de manière codée à un autre ordinateur et c'est cet autre ordinateur qui s'annonce auprès du site qu'on veut visiter. C'est donc son adresse IP qui sera enregistrée sur le site. Par contre, si on est toujours connecté à Facebook, tout ce qu'on visite sera toujours enregistré sur notre compte, peu importe l'adresse IP qu'on utilise. On peut très bien être en voyage à quelque part d'autre. Les raisons d'utiliser un tel système sont encore et toujours à double tranchant. D'un côté, vous pouvez avoir envie qu'on respecte votre vie privée et qu'on ne vous suive pas à la trace. Et d'un autre, ceux qui veulent commettre un délit peuvent se cacher encore plus facilement. Le vrai risque avec ce genre de système-là, c'est que vous ne savez pas réellement qui se trouve derrière son ordinateur. C'est l'équivalent de croiser quelqu'un dans la rue qui porte un masque. Parleriez-vous avec cette personne-là sur les réseaux sociaux? Et d'ailleurs, sur un réseau social, si je change mon nom, on me reconnaît pas, non? Et si j'utilise un pseudo, personne ne sait que c'est moi. Tout ceci, on le voit dans la prochaine vidéo. Alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour être sûr de ne rien louper. Voilà, nous arrivons au terme de cette deuxième vidéo de la série Comprendre Internet qui parlait de l'anonymat. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lui laisser un pouce bleu. Si vous aimez dire la taille de vos vêtements à tout le monde, vous mettez un pouce rouge. Dans tous les cas, écrivez-moi en commentaire si ça vous dérange ou pas que tous vos faits et gestes soient épiés sur Internet. Partagez cette vidéo à tous ceux qui pensent qu'ils n'ont rien à cacher ou qui croyaient être anonymes sur Internet, ils pourraient changer d'avis. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'à la fin et profitez de votre informatique.